Bienvenue à toutes et à tous. Un ufologue ce soir, enquêteur indépendant qui a bossé chez RFI, Europe 1, dans une radio suisse d'État. Il a aussi publié dans pas mal de magazines spécialisés. Il a écrit 4 livres, un en 1996 qui n'a rien à voir avec le sujet qu'on va aborder ce soir sur Marie Laforêt, je te demanderai après pourquoi. Un en 2010 sur OVNI, enquête sur un secret d'État où cherche midi, et deux livres en 2022, OVNI, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas chez Max Milo, et en 2022 aussi, le livre noir de l'ufologie, tome 2, Sommes-nous en danger, toujours chez Max Milo. C'est de ça qu'on va parler ce soir, vous l'aurez reconnu, je pense. Il s'agit de Egon Kragel. Bonsoir Egon. Bonsoir Joël. C'est d'actualité les ovnis en ce moment, hein. Ouais, en tout cas, déjà, merci de m'inviter. Voilà, Bah, merci c'est d'être. toujours un plaisir parce qu'en plus, c'est en plein, c'est l'actualité. Il y a même, je crois, Biden qui a dit qu'il y en avait. Oui, oh bah oui, c'est. Et puis bon, ce qui s'est passé en février, on sait que le 4 février, ils ont abattu un objet sur la côte de la Caroline du Sud. Ensuite, le 10 février sur la côte de l'Alaska. Le 11 février, au centre du Yukon au Canada. Le 12 février, ils ont encore abattu un objet sur le lac Huron. Donc, et on en a beaucoup entendu parler. Et puis c'est vrai que de toute façon, enfin, ce qu'on peut dire en gros, c'est que les ovnis, depuis la parution d'un article du New York Times, ont quitté le monde du paranormal. Hein, parce que qu'est-ce que le paranormal? C'est un peu ce casier dans lequel on entasse pêle-mêle les sujets qui ne sont pas censés exister. Or, hein, depuis un article édité le 16 décembre 2017 par le New York Times, les ovnis aujourd'hui bénéficient d'une reconnaissance officielle, qu'elle soit politique ou qu'elle soit militaire. Alors, cette commission Blue Book, c'est ça, Blue Book, Oui. Alors, en gros, si tu veux, je peux t'expliquer ce qui s'est ouais, passé. ouais. C'est-à-dire que, donc, en décembre 2017, le New York Times va publier un article qui va faire grand bruit. Alors pourquoi cet article va faire grand bruit? Parce que les 3 journalistes qui vont signer ce papier, qui sont Rav Blumenthal, qui sont Leslie Kean et qui sont Helen Cooper, vont révéler en fait que le Pentagone a, a enquêté secrètement sur les ovnis, a créé une commission d'enquête, hein, entre 2007 et 2012. Alors, ce programme secret s'est tenu au 5e étage dans l'annexe C du Pentagone. Ça a été drivé par un responsable du renseignement militaire. Ça a quand même coûté 22 millions de dollars. Et ça a été initié par l'ex-sénateur du Nevada, Harry Reid, qui était chef de file, hein, à l'époque de la majorité au Sénat. Voilà. Alors, pourquoi ça a fait grand bruit? Bah, tout simplement parce que, si tu veux, la dernière commission officielle qui s'était occupée des ovnis s'était tenue de 1952 à 1969 et ça s'appelait le projet Blue Book. Et les conclusions de cette commission avaient été rudes, c'est-à-dire que ça avait été, bah, écoutez, il ne se passe rien d'exotique ni d'étrange dans notre ciel. Ces histoires d'ovnis, ce sont des calembredaines ou des mauvaises interprétations de phénomènes naturels. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que cette conclusion a eu valeur vraiment, je dirais presque d'évangile, et surtout de rappel à l'ordre dissuasif pour tous les curieux qui avaient envie de mettre leur nez dans ce dossier. Hein. Et puis on se rend compte du coup en 2017, parce que ces conclusions, hein, ont eu valeur vraiment, comme je dis, d'évangile jusqu'en 2017. Et en 2017, le papier du New York Times va en fait révéler qu'au fond, les hautes instances ont menti. Et le 27 avril 2020, le Pentagone reconnaît officiellement l'authenticité de 3 vidéos et en Mmh. autorise la diffusion. Absolument, parce que en décembre 2017, le New York Times n'a pas seulement, hein, publié un papier, ils ont aussi publié des vidéos qui avaient été censées être tournées par des pilotes de la Navy assermentés. Alors ces vidéos, l'image était un peu neigeuse, le son brouillé, mais on voyait vraiment un matériel de détection, hein, sur un jet qui repérait un objet qui se comportait de façon extrêmement erratique. Et au début, évidemment, le Pentagone, enfin, l'état-major s'est trouvé un peu
un peu gêné par tout ça, et suite aux demandes, aussi aux demandes du Sénat et des journalistes, ils ont été obligés vraiment de s'exprimer, de reconnaître l'authenticité de ces vidéos. Alors, la première, elle a été tournée le 14 novembre 2004 au large de San Diego, en Californie. Les deux autres en janvier 2015. C'est Absolument. quand même un sacré laps de temps. Ils pensent à l'époque que ça peut être des drones russes ou chinois. Oui, ils pensent, sauf que bah, on va prendre la première, qui porte le nom de FLIR. FLIR, en fait, c'est un matériel de détection, hein, ce sont des caméras thermiques qui peuvent repérer les infrarouges. Alors, ce qui s'est passé ce jour-là, donc on est sur la côte californienne, et il y a un entraînement militaire qui est censé débuter. On a un porte-avions, hein, qui s'appelle le Nimitz, c'est un porte-avions polyvalent à propulsion nucléaire, qui doit effectuer un exercice de routine. Et au moment où l'exercice débute, en fait, les opérateurs de vol disent: attendez, il faut tout arrêter parce qu'on vient de repérer là une douzaine d'objets. Ils partent d'un essaim, hein, essaim d'objets. Et ces objets se comportent de façon absolument incroyable. C'est-à-dire que certains objets sont repérés à 18 000 mètres d'altitude et en une seconde, ils se retrouvent à 15 mètres au-dessus des flots. Enfin, c'est quelque chose de très particulier. Alors, on envoie tout de suite deux Super Hornets, deux jets, pour aller voir ce phénomène de plus près. Et le premier jet est piloté par le commandant David Fravor. Et David Fravor va raconter donc qu'il va essayer voilà, de repérer une cible. Et d'abord, il vole à 6000 mètres d'altitude, il aperçoit d'abord la surface de l'eau qui bouillonne. Comme si, dira-t-il, comme s'il y avait un énorme objet qui était immergé. Et en y regardant de plus près, il va apercevoir juste au-dessus de ce bouillonnement étonnant un objet, un objet blanc, sans ailes, sans empennage, sans moyen de propulsion visible, qui mesure à peu près 12 mètres de long et qui va comparer, qui est blanc comme ça, qui est cylindrique et que lui va comparer à un bonbon tic-tac, ces petits bonbons voilà, à la menthe pour rafraîchir son haleine. Et donc, sa curiosité piquée au vif, hein, il va décider d'aller voir ça de plus près. Donc, il va dire: j'ai commencé en fait une descente en spirale. Et au moment où j'ai obtempéré, en fait, l'objet s'est retourné vers moi. Il est monté vers moi, il s'est dirigé vers moi à une vitesse vertigineuse et il a disparu. Comme si, au fond, cet objet avait anticipé, en fait, voilà, la décision du pilote, comme s'il fouillait dans nos pensées. Enfin, c'était quelque chose de très, très étonnant. Et il a Là, disparu. absolument, comme s'il lisait dans l'esprit, en fait. Hein, Ouais. et ce qui est très intéressant à ce moment-là, c'est que on va demander, enfin, on avait deux pilotes, donc un avion était piloté par David Fravor, l'autre par James Clegg. On va demander aux deux pilotes de regagner évidemment le Nimitz, mais d'abord on va leur dire: il faut vous rendre à Cap Point. Cap Point, c'est un point de ralliement, hein, c'est du jargon militaire, et ça se situe à peu près à 60 km de là. Donc, nos deux pilotes vont se diriger vers Cap Point. Et immédiatement, l'opérateur de vol les contacte à nouveau en leur disant: messieurs, vous n'allez pas le croire, mais votre cible, cet objet, est déjà à votre point de rendez-vous. C'est-à-dire qu'en moins d'une minute, il a parcouru 60 km. Alors, on va renvoyer nos deux pilotes sur le Nimitz. Et à nouveau, les opérateurs de vol, qui ont une journée évidemment extrêmement rude ce jour-là, vont dire: vous savez, incroyable, l'objet est réapparu, cette fois à 96 km du porte-avions et des vaisseaux militaires. Donc on va renvoyer à nouveau deux Super Hornets. Et le premier est piloté par Chad Underwood, et Chad Underwood a un avantage, c'est-à-dire que lui, enfin son jet est équipé justement d'un équipement FLIR, hein, de cette caméra thermique, et il va pouvoir verrouiller sa caméra sur cet objet, et on va obtenir donc une première vidéo. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va enfin obtenir une signature, une vraie signature radar. On a aujourd'hui un matériel de détection assez sophistiqué, et on va se rendre compte que c'est inexplicable. Cet objet aurait eu des accélérations de 74 000 km à l'heure. Enfin, c'est quelque chose Ouais, mais de toute façon, s'ils ont pu le filmer ou tout du moins le prendre c'est que l'objet le voulait bien. absolument. Mais donc on n'est pas face à un drone. C'est-à-dire que nos drones, à l'heure actuelle, aussi sophistiqués soient-ils, sont incapables d'avoir des accélérations pareilles. D'autant plus aussi qu'il faut savoir que le tic-tac qu'on a aperçu, à la fin, a plongé dans la mer.
C'est-à-dire qu'après s'être déplacé au-dessus des flots, d'avoir joué avec les super Hornets de l'armée, de la Navy, il a plongé. Il est Voilà, pas monté. sans disque militaire, sans causer de remous. Et ça, nos drones n'en sont pas capables. C'est une certitude. Il est pas remonté. Ils ont attendu qu'il remonte ou non? Ils ont... Bah, après, visiblement, il y en avait plusieurs. Donc, est-ce que c'est celui-là qui est, voilà, qui a surgi des flots après? On n'en sait rien. Toujours est-il que on est 2004, face à un phénomène très étonnant, à visiblement une technologie, parce que le matériel de détection a parlé d'objets plus froids que l'air. Donc, on parle de physical objects. Ça, il faut le savoir, hein. Le Pentagone cite ce terme-là, physical object, objet physique. Euh, on n'est pas dans un phénomène de plasma, un phénomène, tu vois, un phénomène optique, d'illusion, d'inversion de température ou autre. On parle d'objets solides. donc ça, c'était en 2004, ça fait presque 20 ans. 2004, absolument. Les deux autres en 2015. Bah, les deux autres en 2015, ça s'est passé par contre sur la côte atlantique. Ça s'est passé, alors, ça s'est passé à 80 km quand même de la capitale américaine, hein, nord-américaine, ce qui est quand même assez préoccupant. Et là, il y a une anecdote que j'aime bien parce que là, on a aussi un pilote assermenté qui a parlé, qui s'appelle Ryan Graves. euh, qui s'est exprimé dans les colonnes du New York Times et qu'on a vu sur les plateaux télévisés des grandes émissions nord-américaines, hein, des prime time. Et alors lui, il raconte une anecdote qui va nous renseigner sur l'éventail d'étrangeté du phénomène. Il raconte que donc il était fin 2014, il était sur la base de Virginia Beach lorsqu'il a croisé un de ses collègues pilotes qui était blême, visiblement bouleversé. Il lui a dit mais qu'est-ce qui se passe? Et son collègue lui a dit bah tu sais on a failli entrer en collision avec un ovni. Ah bon, mais comment ça? Et donc le pilote a expliqué qu'il volait en tandem, hein, avec un ailier qui était à peu près à une trentaine de kilomètres, une trentaine de mètres de lui, et soudain un objet s'est faufilé entre les deux avions. Et nos deux pilotes ont été terrifiés, mais ils ont eu le temps, de vraiment bien apercevoir l'objet, et ils l'ont décrit en disant que c'était une sphère translucide dans laquelle on voyait un cube qui réfléchissait la lumière. C'est-à-dire que là, c'est pareil, on est face à un mystère absolument total. Ça rajoute du mystère au mystère parce qu'on ne connaît pas d'objet, hein, de cette forme-là qui puisse être aérodynamique, mais quand ça plonge dans l'eau, hydrodynamique. En tout cas, il n'y a pas de moyen de propulsion visible, il n'y a pas d'aile, il n'y a pas de. Donc on ne sait pas. C'est vraiment, enfin, nous qui nous occupons de ce sujet depuis longtemps, nous savons que que le phénomène ovni, Aimé Michel disait c'est un festival d'absurdité. On sait à quel point c'est protéiforme et que c'est toute une quincaillerie incroyable d'objets qu'on aperçoit dans le ciel depuis le 19e siècle. Oui, il y a des experts militaires qui ont dit qu'il y avait 144 cas entre 2004 et 2021. Et le 1er juillet 2021, le courrier international fait 7 pages sur les ovnis et il se demande, faut-il avoir un peu peur des ovnis? Absolument. Alors les 144 cas, ça c'est intéressant parce que le 25 juin 2021, on a l'ODNI qui est le bureau du directeur du renseignement national, a rendu public un rapport préliminaire de 9 pages, et c'est ce rapport qui a tout changé. C'est-à-dire que c'est ce rapport qui a déclaré à tous les citoyens nord-américains et les citoyens de la planète que le phénomène existait réellement. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans ce rapport? C'est-à-dire qu'en fait, les experts se sont penchés sur 100, les experts militaires, hein, se sont penchés sur 144 cas répertoriés entre 2004 et 2021. Et un seul cas a été identifié, c'était visiblement un ballon météo ou un ballon sonde qui s'est dégonflé. Mais 143 cas sont pour eux absolument inexpliqués. Et d'autant plus qu'ils ont été repérés par un matériel de détection très sophistiqué, un matériel infrarouge, un matériel électro-optique, des radars, et que surtout ce qu'on nous apprend aussi dans ce rapport, c'est que ces intrus, hein, célestes, ont perturbé des exercices militaires confidentiels. Oui, alors le 5 avril 2022, rapport divulgué par le Pentagone, puisqu'il y avait la liberté d'information qu'on a, je crois, au bout d'un certain temps, 574 pages de délivrées, mais certaines informations sont en partie pas divulguées.
Il y a quand Mmh. même, ils divulguent pas tout, hein. Non, ils divulguent pas tout. On se doute bien qu'une partie restera de toute façon confidentielle, restera dans les coffres et dans les tiroirs. Heu, le sujet est à la fois anxiogène pour beaucoup de gens, hein. Beaucoup de gens, moi j'en ai une preuve, claire, c'est-à-dire que souvent quand je discute avec des gens curieux, hein, qui veulent savoir, mais enfin, des amateurs qui connaissent pas tellement et qu'on ouvre le dossier, très souvent la première réaction qu'on suscite, c'est une question d'angoisse et de peur. Ça c'est clair. Les gens trouvent ça très inquiétant. Ce Ils ont qui pas est, ce mais qui ils est ont pas légitime, hein, de se dire si ce phénomène, parce qu'aujourd'hui, la grande question concernant les ovnis, Joël, c'est, si tu veux, c'est quelle est la nature intrinsèque de ces objets. Voilà. On va dire que de 1969 à 2017, c'était est-ce que ces objets sont réels ou est-ce que c'est du fake, est-ce que c'est de l'illusion. Depuis 2017, avec ce papier du New York Times, la question aujourd'hui, c'est quelle est la nature intrinsèque de ces objets. Est-ce que c'est un belligérant, un ennemi terrestre qui aujourd'hui maîtrise une technologie subsonique, par exemple, ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Voilà, nous en sommes là, en fait. C'est la grande question qui est posée. ça pourrait être Et, aussi des hologrammes. oui, oui, ça peut être interdimensionnel, puisque aujourd'hui, la mécanique quantique nous parle de 11 dimensions, nous ne sommes plus dans un univers, on ne serait plus dans un univers, mais dans un multivers. Est-ce que ce sont des voyageurs du futur qui reviennent? Enfin bon, on a tout un tas d'hypothèses sur la table, et voilà, c'est rentré dans le débat public, et chacun y va de ses convictions. Alors, il y a un nouveau bureau qui se met en place, qui Oui. répertorie le nombre d'ovnis signalés dans l'espace américain, ainsi que dans toute la planète, donc même avec, des Alors, groupes. on a un bureau effectivement aujourd'hui qui s'appelle le AARO, le Bureau de résolution des anomalies tout domaine. Voilà, et donc c'est un peu à l'image de notre GEPAN, hein, nous avons été pionniers en France, euh, puisque dès les années 70, on a créé au sein du CNES, hein, du Centre national d'études aérospatiales, un bureau officiel pour s'occuper de ces phénomènes aériens non expliqués. Maintenant, ça existe aux États-Unis. Euh, suite aussi à une demande des citoyens, hein, citoyens américains. 9 juin 2022, ça se rapproche. La NASA annonce le lancement d'une enquête sur les ovnis à l'automne 2022 sur une période de 9 mois. Absolument. Et où est-ce que ça Absolument. se Et la situe? NASA nous dit que ce seront vraiment des experts qui vont se pencher là-dessus de façon extrêmement rigoureuse, selon un protocole scientifique très pointu. On Donc devrait avoir les résultats. on attend la clôture puisque ça a débuté, il y a très peu de temps puisque normalement cette enquête de 9 mois devait débuter à l'automne. Hein. Donc dans quelques mois Ouais, peut-être, ça on reste. espère avoir un dossier rendu public. Mais est-ce que c'est pas justement pour ça qu'il y a des choses qui se passent et que Biden en parle? Parce que finalement, ils sont en train d'en parler, ils sont en train de faire des recherches, donc il y a des gens Oui. qui disent que c'est pour nous habituer au fait qu'ils sont déjà là. Ça peut être ça, ça peut être ça. Enfin, il peut y avoir beaucoup de causes hein, derrière tout ça. Quels sont les enjeux réellement? Il peut y avoir ça, il peut y avoir aussi une manipulation. Il peut y avoir une manipulation. Parce que, si tu veux, personnellement, par exemple, j'ai vraiment suivi le dossier de ces 4 objets qui ont été abattus par l'armée américaine et qui, pour moi, ne ressemblent pas du tout aux ovnis. Mmh. Ça ne ressemble pas à des ovnis du tout, ça ressemble à des ballons météo, donc des ballons chinois. Enfin, celui du 4 février a été identifié comme un ballon espion, prétendument espion, un ballon chinois. Les autres objets, je ne sais pas, c'est-à-dire que quand on a vu les vidéos justement de 2014, 2015 ou celle de 2004, hein, du 14 novembre 2004, les objets qui ont été abattus en Caroline du Sud, en Alaska, à la frontière canadienne, ne correspondent pas à ce genre d'ovni. Euh, on, on a tiré énormément de fois sur des ovnis, tu sais. Y a eu, ça a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les pilotes apercevaient des espèces de boules lumineuses qu'on a fini par baptiser les Foo Fighters. Et on a des rapports absolument circonstanciés de l'époque où des pilotes ont tiré Qu'est-ce sur qui ces s'est objets. passé?
il se passait rien. Il se passait rien. Tu veux des résultats? Les rapports de la RAF disent, de la Royal Air Force disent que les objets ont absorbed the missile. C'est-à-dire qu'ils ont absorbé et il ne s'est rien passé. On n'a ni vu retomber les missiles, il ne s'est rien passé. Euh, en avril 80, on a un pilote qui s'appelle Oscar Santamaria Huertas, qui a quand même tiré 64 obus de 30 mm, qui a fait un véritable, il l'a décrit comme un mur de feu sur un ovni, et c'est absolument rien passé. Ça s'est passé au Pérou, hein, dans la région d'Arequipa au Pérou. Euh, En septembre 76, on a un commandant d'escadrille qui s'appelle Parvez Chafari, qui a poursuivi un objet au-dessus de Téhéran, qui a voulu tirer dessus, un objet qui était gros comme un tanker 707, et qui n'a pas pu, parce qu'au moment de tirer, ses appareils étaient verrouillés. Enfin, on a beaucoup de cas, on a énormément de cas. En 52, si on consulte la presse nord-américaine en 1952, on va s'apercevoir que grand nombre de pilotes ont tiré. C'était selon les ordres, hein, de l'état-major nord-américain, on tirait sur ces objets. Chaque fois, il ne se passait rien. Et là, on a vu, j'ai vu les images, on peut les voir sur Internet. Ils vont descendre ces ballons avec une facilité absolument déconcertante. D'habitude, ces ovnis ont des manœuvres d'évitement incroyables, disparaissent à des vitesses subsoniques, etc. Donc, je ne suis pas certain. Moi, je ne suis pas certain que ce soit que ces objets étaient vraiment exotiques. Je pense que c'était des objets, pour moi, de fabrication totalement humaine, des espèces de ballons petits. Justement, c'est quand même fou que là, en 2023, alors qu'ils sont en train de faire des recherches, on nous balance ça de manière à peut-être à ce que les gens s'habituent à qu'on y Absolument. qu'on y Et puis, pense. tu sais, je pense à un personnage qui s'appelait Werner von Braun, hein, qui était cet Allemand qui avait été exfiltré d'Allemagne pour venir travailler dès les années 40 aux États-Unis et qui est un des pères de la bombe atomique du programme Manhattan. Et je crois que c'était en 1973 à peu près. Werner von Braun était extrêmement malade, il était rongé par un cancer stade terminal, et il s'était confié à une journaliste. Et il avait dit, vous savez, ils n'auront de cesse de vouloir développer, hein, un matériel offensif extrêmement sophistiqué, et, et cela sous des tas de raisons invoquées qui seront plus étranges et plus fausses les unes que les autres. Et il disait, bon, alors ça sera, hein, ils vont choisir un belligérant comme la Russie ou d'autres pays après d'autres choses. Et la dernière carte, il disait, n'oubliez pas une chose, la dernière carte qui sera dans leur manche, ce seront les extraterrestres. Évidemment, ils mentiront, ils le feront. Ça m'a toujours marqué. Enfin, c'est une Là, tu interview parles qui du m'a gouvernement, beaucoup. tu parles des gouvernements, tu parles pas des Je, extraterrestres. je parle du gouvernement, absolument. Ça peut être absolument aussi tu vois, voilà, une raison invoquée pour aller encore plus loin. On sait qu'aux États-Unis, ils nous parlent d'une guerre des étoiles, d'une guerre de l'espace, hein. Ils en parlent de façon extrêmement, là, extrêmement précise. Alors, Donc, dans ce livre numéro 2, OVNI, sommes-nous en danger? Il y a beaucoup il y a beaucoup, je ne sais pas ce qu'il y avait dans le premier, mais dans le deuxième, il est question de ce que ça nous fait, c'est-à-dire notre rencontre avec mm, les dangers, bah, les brûlures déjà, hein. oui. Alors, si Il y tu a veux, beaucoup Joël, de- moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment suivi l'actualité pour ce livre-là. C'est-à-dire que comme ça pilonnait, hein, ça pilonne depuis 2017, c'est-à-dire que même le papier, le premier papier de 2017 du New York Times nous dit que de toute façon, ce phénomène est préoccupant parce qu'il représente une menace, hein. C'est une menace potentielle pour la sécurité nationale. Ensuite, on a Bill Nelson immédiatement, qui est aujourd'hui l'actuel patron de la NASA, qui va dire oui, oui, effectivement, il y a ce phénomène dans le ciel, on ne sait pas ce que c'est, les pilotes ne savent pas, mais il est là, et c'est très dangereux, ça semble très dangereux. On va voir, on va voir Scott Bray qui est l'un des représentants adjoints de l'enseignement de la Navy, qui va dire, et c'est absolument hallucinant ça, ça s'est passé le 17 mai 2022, parce que le Congrès américain a tenu une audience publique, ça ne s'était pas passé depuis 50 ans. Et là, Scott Bray va prendre la parole et va dire, vous savez, effectivement, ce phénomène existe, et l'état-major possède 400 dossiers préoccupants sur ces phénomènes. Et depuis les années 2000, ces observations sont en augmentation. Ce qui va créer d'ailleurs la panique parmi
parmi le personnel qui est là. Et il va d'ailleurs projeter aussi une vidéo d'un ovni en forme de pyramide verte, ce qui va rajouter de l'effroi au mystère. En disant évidemment que c'est une préoccupation, si tu veux, que ça préoccupe vraiment les états-majors, parce que c'est une menace potentielle. On n'a pas arrêté. Et si tu as un tout petit peu suivi les histoires des ballons, ce qui a été rappelé, hein, c'était vraiment le credo de chaque prise de parole, c'est que ça représente De une menace l'espionnage, de potentielle. l'espionnage, ouais, de Et l'espionnage. Ouais. donc, je me suis dit, est-ce que nous sommes vraiment en danger? Alors voilà, j'ai Mais ça, repris. ton livre, tu l'as écrit avant que toute cette histoire-là, donc il est d'actualité. Mais tu vois, par contre, il y a des témoins, des gens qui ont vu des choses, qui ont dit qu'il n'y avait pas d'hostilité des Oui, extraterrestres et que simplement, ils étaient au mauvais moment, au mauvais endroit. oui, une grande partie des témoins qui ont vécu dans leur chair des effets Ouais. extrêmement Et qu'il y a eu des morts. douloureux et délétères, parce qu'ils se sont approchés d'un de ces objets étranges. La plupart ont dit que, effectivement, ils s'étaient trouvés au mauvais endroit et au mauvais moment. On a le cas de Stéphane Michalak, qui est un gémologue amateur qui en a souffert, hein, durant de longues années, mais qui disait, vous savez, à la fin, il disait, vous savez, il n'y avait rien d'offensif, c'est de ma faute, je me suis approché, j'ai touché, j'ai posé ma main, j'ai mis ma tête à l'intérieur, je suis resté tout à côté. Lorsqu'il a démarré, il y avait une espèce de bouche d'évacuation qui m'a brûlé mon t-shirt, enfin, il a été brûlé, et voilà. Mais on a des cas quand même un peu aussi préoccupants, très peu, hein. Bah, il y a On a quand les même cas de Colares. On a les cas de des Colares morts. au Brésil, dans le nord-est du Brésil, où là, il semblerait que, je dis bien il semblerait, hein, qu'on a eu des ovnis qui se sont attaqués à des pêcheurs de façon un petit peu, voilà, un peu offensive. Oui, alors les brûlures, première chose qui arrive. Attends, des gens qui perdent la vue aussi. Oh, alors, les effets, j'en ai relevé 57. Mmh. 57 effets. Ça, alors ça va des fois même de grossesse spontanée, on parle de grossesse spontanée, on parle alors beaucoup de paralysie, des brûlures, des lésions cérébrales, des lésions nerveuses, on parle, enfin, alors des migraines, des saignements de nez, beaucoup de conjonctivite aussi, les yeux voilà, on souffre beaucoup, des brûlures, enfin, des sortes de dermites, hein, suite à une proximité, etc. J'en ai relevé 57 en fait, voilà. Les On gens qui parle de dorment beaucoup aussi après, une hypersomnie. hypersomnie, ce qu'a vécu chez nous Maurice Mas le 1er juillet 65, hein, qui était un lavandier de Valençol, et qui lui, suite à une rencontre du troisième type avec un objet en forme d'œuf et deux petits êtres, présentait des effets assez étonnants, et il ne pouvait plus porter de montre au poignet parce que ses montres s'arrêtaient, et puis il a souffert d'hypersomnie. Il dormait jusqu'à 17h, 18h, enfin c'est assez étonnant. Alors, dans ton chapitre 8, OVNI et rencontres mortelles, il y a quand même eu dans le monde 200 à peu près morts dans le monde, dont un tiers de Brésiliens. Ils ont une attirance pour le Brésil, les OVNI, ou... Alors, ce qui est très étonnant, et là ça pose question, hein, on n'a aucune réponse par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il semblerait que des ovnis qui se soient manifestés de façon hostile, se soient surtout manifestés en Amérique du Sud. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas que le Brésil, hein, il y a le Venezuela, il y a eu des cas, il y a eu des cas au Chili, il y a eu des cas en Argentine, et beaucoup au Brésil. Pourquoi la question est sur la table, et à chacun d'en débattre, mais on n'a aucune réponse par rapport à cela. En même temps, en même temps, est-ce qu'on peut parler vraiment d'agressivité réelle? Parce que ce qui s'est passé par exemple au Venezuela en 1954, où là on a deux commis qui vont se retrouver face à un objet absolument incroyable, et des petits êtres, des nains velus, hein, c'était des hombrecillos, peludos, beludos, comme on dit là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un un de ces commis, un de ces jeunes
garçon s'est jeté sur la créature et l'a attrapé. Et suite à ça, il s'est rendu compte que c'était une très mauvaise idée parce que même si cet être était petit et très léger, hein, extrêmement léger, il était très souple. Il a fait un bond, enfin, je crois qu'il a fait un bond de 3 mètres comme un chat et il s'est rendu compte qu'il était armé de griffes. Enfin, les mains étaient un peu rondes et armées de griffes extrêmement qui pouvaient dissuader toute tentative voilà, de combat frontal. Mais pourquoi est-ce que ça a été offensif? Peut-être parce que à ce moment-là, il s'est jeté sur cet être et il a essayé de l'empoigner, tu vois, en tentant de l'empoigner parce qu'il voulait le porter au commissariat du coin. C'est peut-être aussi, enfin, j'en sais rien, c'est mon hypothèse, c'est peut-être aussi juste une réaction d'autodéfense de ces drôles d'entités. Parle-nous de l'île aux crabes, 15 avril 1977. Ah oui, Là, l'île au crabe, c'est un cas extrêmement perturbant. Là, c'est pareil, on a des jeunes pêcheurs qui se rendent sur cette île au Brésil parce que en fait, ils coupent du bois pour en faire des pylônes qui revendent hein, sur le continent après. Et une nuit, alors ils ont terminé une journée de labeur, ce qui était extrêmement éprouvant, il fait très chaud, les moustiques, on peut imaginer, et ils attendent la marée, parce qu'en fait, leur bateau on va dire, est ancré dans un cours d'eau comme ça et suite aux marées basses, en fait, le bateau s'embourbe hein, dans la vase, donc ils attendent que la marée remonte pour repartir, pour regagner le continent. Donc ils vont se coucher extrêmement tôt. Ils vont se sentir mal d'ailleurs. C'est un cas assez étrange et ils vont perdre connaissance. Et quand ils vont se réveiller, on va découvrir que l'un de ces garçons est brûlé de façon terrible. Hein. C'est des brûlures du deuxième degré. J'avais vu un document, c'était pas beau à voir. Et puis l'un des garçons est décédé, l'un des garçons est mort. Alors, ce premier cas de l'île au crabe pose question aussi parce qu'ils n'ont pas vu d'OVNI. Ils n'ont pas vu d'OVNI. Hein. Ils disent qu'ils ont entendu à un moment donné un bruit, un énorme bruit à côté de leur campement. Et ils auraient vu une forme. Enfin, l'un des survivants a dit qu'il aurait vu une forme comme ça rentrer dans le bateau, parce que tout ça s'est passé à bord du bateau mais on n'a pas vu d'OVNI. Par contre, ce qui est troublant, c'est que à ce moment-là, va commencer vraiment, par contre, des observations, enfin une espèce de vague d'OVNI hein, dans tout le territoire du nord-est brésilien qui laisse pantois. C'est-à-dire que là, on ne peut pas nier ce qui s'est passé puisque il y a eu tellement d'observations que la force aérienne brésilienne s'est rendue sur les lieux et a enquêté pendant plus de 3 mois, hein, en réalisant des centaines de photos, plusieurs heures de films où ils voyaient il raconte qu'il voyait même les objets jaillir de l'embouchure de l'Amazone. Donc, comme le cas de l'île au crabe s'est vraiment passé tout au début de la vague, ça a un peu initié cette vague-là. Donc, pour les journalistes et les gens du coin, c'était clair, c'était visiblement ce qu'on appelait un chupa-chupa. On a appelé il n'y a pas eu d'autopsie. Impossible de faire une non, autopsie. À et cause non de- parce que Il y en le a temps, d'autres qui sont retournés après, qui ont eu des histoires. Il n'y a pas eu qu'une seule fois. Ça Il y s'est a passé 2 fois. Mais le problème, c'est qu'il fait extrêmement chaud. Hein. Quand on a connu le nord-est brésilien, il fait une chaleur absolument épouvantable. Et le temps de rapatrier le corps en bateau, parce que c'est un long trajet hein, de l'île au crabe au continent, euh, on nous a dit que les corps étaient vraiment dans un état assez avancé de décomposition. Donc il n'y a pas eu d'autopsie. Donc, est-ce que c'est une base spatiale pour eux, puisque maintenant elle est interdite, plus personne. Absolument. Alors oui, oui, ce qui est très troublant, c'est que déjà à l'époque, plusieurs journalistes ont voulu se rendre hein, sur l'île en disant on va enquêter, on va voir.
et la réaction des hautes instances brésiliennes voilà, a de quoi poser question, puisqu'on leur a dit non, non, surtout pas, n'y allez pas, parce que c'est une base d'OVNI. C'est-à-dire que même les officiels l'ont reconnu à l'époque. Donc, et ça, c'est effectivement, des années après, on a revécu le En même drame, 86. le même scénario glaçant, c'est-à-dire qu'à nouveau, 86, ouais, ils étaient 4 et il y a eu un mort. voilà, en 86, ils étaient quatre, et la même chose. Il faut être fou d'aller là-bas si. L'un d'eux a perdu la vie. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il était absolument déconseillé d'aller sur cette île, hein. C'était un peu à ses risques et périls. C'est-à-dire que la loi brésilienne avait interdit aux pêcheurs, aux bûcherons, aux jeunes bûcherons de se rendre sur l'île. Mais bon, on fermait un peu les yeux. Et évidemment, à partir de ces deux cas dramatiques, là, les forces de l'ordre ont vraiment verrouillé absolument toutes les frontières de l'île, et il y avait vraiment une véritable surveillance. On n'avait plus le droit d'y aller. Alors là, j'ai une histoire, ça doit être le 4 juillet 1969, Arcésio Bermúdez, c'est ça? Ça Oui, ça absolument. qui se tient devant l'OVNI, puis après est malade. Mm. Et le 12 juillet, il est hospitalisé, il décède. Et 6 ans plus tard, son corps doit être exhumé pour que ses restes soient transférés dans un caveau. Et il Oui, trouve que, ça s'est passé en Colombie, et c'est une des traditions colombiennes, comme ça. il Oui, trouve c'est un que cas les hallucinant, le cas Africains- d'Arcesio, absolument. C'est un cas absolument incroyable. Et on a beaucoup de témoins, hein, parce que euh, il recevait sa famille à l'époque, donc il y avait des enfants, il y avait plusieurs personnes de sa famille, plus les majordomes, enfin, qui étaient là, parce que c'était un homme nanti, hein. La, la, la finca dans lequel il vivait était un endroit assez luxueux. C'était un endroit où il faisait l'élevage de bovins pour vendre du lait, et il faisait la culture de mûres. Et puis un soir, les jeunes garçons de la famille, c'est son neveu, scrutaient le ciel et a aperçu une étrange lumière. Donc, on parlait pas mal de soucoupe volante à l'époque. Donc, il a un peu réuni tout le monde en disant, venez voir, il y a quelque chose de bizarre. Donc, tout le monde s'est un peu rué sur la terrasse. Et effectivement, cette lumière était assez étrange. Et contre toute attente, cette lumière a perdu de l'altitude et s'est dirigée vers eux, et c'est pratiquement posé au sol. Et Arcesio, alors panique à bord, hein, on peut imaginer, et Arcesio, qui était le plus courageux, a décidé d'aller voir ça de plus près. Il s'est emparé de la lampe torche de la maison et il est allé voir l'objet, voilà. Et il a payé très cher. Il a payé très cher parce que dès le lendemain, il a été alité, et il a fini par décéder dans des conditions assez épouvantables. Tu dis que Christophe Colomb, en 1492, a vu une étrange lumière sur l'eau. Oui, alors le dernier chapitre du livre concerne ce qu'on appelle les OANI, hein, les objets aquatiques non identifiés, parce que on n'en voit pas que dans le ciel, on en a vu aussi beaucoup au-dessus de tous nos océans, de nos lacs. On les voit sortir de l'eau, rentrer de l'eau. Alors, est-ce que ce sont les mêmes? C'est peut-être les mêmes. Peut-être que ces ovnis ont des capacités amphibiques, voilà, qu'on ne connaît pas. Et j'aime à penser. Alors, c'est vraiment de l'hypothèse, parce que là, on remonte en 1492. Donc, les chroniques de l'époque, hein, sont ce qu'elles sont, hein. Mais la chronique raconte vraiment que peu de temps avant d'aborder sur les rives du Nouveau Monde, Christophe Colomb a vu un objet, hein, s'élever visiblement de l'eau, et il a appelé un personnage important, hein, qui était, je ne sais plus ce qu'il était, c'est Gutiérrez, il s'appelait Gutiérrez, et, et qui a lui-même pu voir cet objet. Donc on peut supputer que c'est peut-être une des premières observations d'Ohany qui a été rapportée dans la chronique. On n'en sait rien, hein, voilà. Alors, il y en a qui sont couverts d'écailles, il y a des roues de lumière. On en a trouvé, il y a un Britannique qu'on a vu, un Russe, un Brésilien, un Vietnamien en 1969, un Argentin, un Norvégien en 72, un Transalpin en 73, un Marseillais en 75. Enfin, il y a beaucoup de gens qu'on a vus, hein.
Énormément, énormément. D'ailleurs, je parlais de Scott Bray, hein, qui parlait, enfin l'état-major parlait de 400, la Navy parlait de 400 dossiers, quoi. Enfin, c'est pas rien, quoi. Et dans ces dossiers, évidemment, il y a beaucoup d'observations au-dessus des mers, hein. Et quand on aime autant que moi la chronique ufologique, hein, c'est-à-dire, ce sont des milliers, des milliers, des centaines de milliers d'histoires. Je peux te dire qu'il y a énormément eu d'observations au-dessus de nos estuaires, de nos lacs, de nos rivières. Il semblerait qu'il y ait aussi un tropisme entre une partie de ces apparitions d'objets et le domaine aquatique. Ouais, alors ils sont là pour nous protéger, parce qu'il y en a certains qui pensent qu'ils sont là pour nous protéger de nos conneries autour des centrales nucléaires. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont là pour nous sauver et nous emmener dans l'au-delà Mhm. sur des plateformes. Ça semble complètement folle, complètement fou. À toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ah bah, toutes les hypothèses sont bonnes aujourd'hui. Mon truc, tu sais, c'est d'essayer de rester dans l'ouvert. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est essayer de repenser ces ovnis, hein, parce qu'ils ont beaucoup souffert, hein, de ricanements, d'une réelle discrimination, quoi. Donc j'essaie, en me penchant comme ça sur ces histoires, c'est toujours très intéressant, tu sais, vraiment de dépoussiérer les chroniques parce qu'il y a des cas absolument, je dirais magnifiques, parce que, qui ont été vraiment enquêté de façon extrêmement minutieuse, et pourtant rejeté, hein, d'un revers de main très docte voilà, des hautes instances, disant de toute façon, parce que enfin, on le sait, hein, c'était d'habitude, enfin, dès les années 40, toutes les personnes qui voient des ovnis sont soit folles, soit prises de vin, parce que c'était ça. En France, on se souvient de la vague de 54, ça n'arrêtait pas, ça a été un discrédit total concernant les témoins. C'était tous, visiblement, tous étaient des alcooliques. Bah La ouais. France a été pris d'ébriété si on écoute, si on les écoute. Il n'y avait Euh, pas que la France, il y avait les Belges aussi. oh, alors les Belges, c'est beaucoup plus tard, c'est entre 89 et 91, mais les Belges, ça a été pris très au sérieux. Ah bon. Très, très au sérieux. Puisque quand même, la Belgique, la vague belge, c'est un cas très particulier parce que suite à des milliers d'observations, je dis bien des milliers, hein, on est à 3000 à peu près, enfin en gros on pense qu'on est à 3000 observations quand même, extrêmement circonstanciées. Pour la première fois, le gouvernement a demandé à la force, à la FAB, à la force aérienne belge, de prendre le dossier en main. Donc ça a été pris extrêmement au sérieux, la vague belge. Hmm. On s'en souvient pas, mais même nos journaux de l'époque, nos journaux télévisés de l'époque, nos 20 heures de l'époque, ont pilonné sur la vague belge et en présentant le sujet de façon extrêmement sérieuse. C'est faux, on s'en souvient pas. J'ai eu la chance de pouvoir mettre mon nez dans les documents numérisés de l'INA et j'ai retrouvé, j'ai pu revisionner, voir pas mal de journaux télévisés de l'époque, mais on en parlait extrêmement sérieusement. Mais extrêmement sérieusement, tu ne peux pas imaginer, en disant ce sont des objets qui ne correspondent pas à nos normes terriennes. Chez Poivre d'Arvor, à 20 heures, à 20 heures quand même, c'est absolument incroyable. Comment La vague t'expliques belge a été pris très au sérieux. comment t'expliques qu'ensuite on en parlait en rigolant et on n'en parlait même pas du tout? Comme ça, si on n'en parle pas, il n'y a rien à voir, quoi. Pendant des Oh, années. alors, j'ai eu évidemment, pour écrire ces livres, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et j'ai le souvenir d'une discussion avec un monsieur gradé, un haut gradé de l'armée, qui m'avait dit une chose déjà intéressante, une première, ce qui pourrait être une explication. Lui m'avait dit, comment voulez-vous qu'on reconnaisse la réalité de ce phénomène, puisque si demain, voilà, on disait à tout le monde, effectivement, notre ciel est traversé par des objets parfois gigantesques dont on ne sait rien, c'est toute l'architecture de notre société qui va s'effondrer. D'abord parce que l'armée ne représenterait plus rien. L'armée qui bénéficie des plus gros budgets, hein, de la planète pour assurer notre sécurité, notre défense, bah, s'avérait être complètement inopérante, hein, face à ce phénomène. Et puis, les ovnis, quand on commence à s'intéresser à ce sujet, on se rend compte que c'est vraiment un sujet transversal, hein, qui couvre tous nos sujets sociétaux, que ce soit, que ce soit les sujets religieux, que ce soit les sujets scientifiques, que ce soit les sujets philosophiques, que ce soit médiatiques, enfin, tout ce qui crée
hein, toutes les arêtes de notre société sont touchées par ce phénomène-là. Et effectivement, ça pourrait mettre à mal tout ça. On pourrait vivre un véritable effondrement. Donc je pense qu'il y a une partie de nos dirigeants qui sont extrêmement frileux et qui tiennent tout ça à distance en se disant on va pas jouer ce jeu-là. C'est un jeu de Mikado, tout va s'effondrer, quoi. Il suffit qu'on tire un truc, ça va s'effondrer. Est-ce que toi, tu en as vu? Oui, moi j'ai fait une observation. Oui, j'ai eu droit à une observation. Voilà. C'est pas C'était tout le monde, hein. comment? C'est pas tout le monde. Non, non. C'est pas nous qui choisissons de les voir. Ah non, alors là, pas du tout, parce que je peux te dire que quand ça m'est arrivé, j'étais à milieu de penser à ça. J'étais en train de courir parce que j'allais accompagner une amie très chère à la gare. Et, et voilà, et en levant les yeux, j'ai assisté à un phénomène absolument étonnant. Euh, je pense que, alors, ce même militaire m'avait dit une chose, il m'avait dit, parce qu'à un moment donné, je lui ai posé une question en lui disant, mais comment vous expliquez que enfin, voilà, que peu de gens, par exemple dans les villes, voient des ovnis. Et il m'avait dit, bah écoutez, c'est simple, observez les gens et vous vous rendrez compte qu'ils ne regardent jamais le ciel. Alors, de retour à Paris, j'ai commencé à regarder les gens. Effectivement, c'est vrai, c'est absolument vrai. Ah, les gens se regardent entre eux, regardent les vitrines, etc. Mais les gens ne lèvent jamais le nez au ciel. Les gens ne regardent jamais le ciel. C'est pas mon cas, hein. Non. Mais C'est génial. Est-ce que toi, tu es un peu excentré, c'est ça? non, mais finalement, c'est vrai que je Parce qu'il y regarde. a la pollution Ah bah, lumineuse, oui, n'est-ce il y a ça pas? aussi. Donc tu nous dis ce que tu as vu quand même? C'était quoi? Ah bah ce que j'ai vu, alors c'est très drôle parce que je raconte ça souvent, enfin souvent je raconte ça parce que suite à une rencontre avec un chanteur colombien qui s'appelle Juanes, je ne sais pas si tu vois qui était Juanes. Juanes avait eu un tube chez nous qui s'appelait La Camisa Negra et il était venu, enfin surtout que l'Europe, hein, ça avait été un gros tube, et il était venu faire la promo de son single. Et il avait raconté que, alors qu'il était à Genève, je crois que c'est à Genève, il était à Genève, enfin il était en Suisse, où un soir il faisait très chaud, il a voulu s'aérer, il est allé sur la terrasse de l'hôtel où il logeait, et il a aperçu dans le ciel apparaître trois sphères comme ça, qui sont apparues dans un triangle parfait, comme ça. Et après, ces sphères se sont mises à bouger, à créer des espèces de figures un peu géométriques, et puis elles ont disparu, et ça l'a énormément marqué, il en a énormément parlé en Amérique du Sud. J'ai vu pas mal d'interviews où il racontait ça. Et j'avais quitté Juanes un peu euh, assez troublé, puis en me disant, mais c'est quand même incroyable, quoi, c'est un chanteur. Moi, j'enquête sur le truc, je vois jamais rien. Enfin, je m'intéresse, j'avais 13 ans quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet des ovnis, ça fait donc assez longtemps. Et lui qui a rien demandé, il est en promotion, il va sur sa terrasse, il voit trois objets, enfin, c'est. Quelque part, je me dis, c'est un peu dégueulasse, hein. J'étais un peu furieux de me dire, ça arrive toujours aux autres et jamais à moi. Ben écoute, c'est très étrange parce que quelques mois plus tard, j'ai vécu la même chose. C'est-à-dire ce jour-là, où j'allais accompagner une amie, enfin, j'allais chercher une amie pour l'accompagner à la gare. Et donc, c'est en sortant de chez moi, tout simplement. C'était un jour de septembre avec un ciel très beau, très lavé comme ça. Tu sais, ces ciels du matin qui ont été lavés par peut-être une pluie, une première pluie d'automne comme ça. En tout cas, le ciel était magnifique, profond. Et j'ai aperçu un avion dans le ciel qui volait pratiquement presque au-dessus de nous, quoi, comme ça. Et en me disant, bah, c'est marrant parce qu'on nous dit que les avions n'ont pas le droit de survoler Paris, mais je suis sûr que celui-là est vraiment au-dessus de Paris. Voilà, j'étais dans mes pensées. Et l'avion a fait son chemin d'avion et je continuais de marcher, hein, les yeux plantés dans l'endroit où j'avais vu l'avion, mais dans mes pensées. Et à ce moment-là, j'ai vraiment vu ça. J'ai vu trois. Alors, les mots que je mets sont mes mots d'Homo sapiens limité, hein. J'ai vu quelque chose enfin, trois choses qui ressemblaient à des sphères et qui semblaient métalliques parce que ça reflétait le soleil. C'était très brillant, donc elles sont apparues dans le ciel comme ça, dans un triangle parfait, absolument parfait. Vraiment ce que raconte Juanes.
Et elles se sont mises à danser, j'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres verbes pour décrire ça. Elles se sont mises à danser et elles ont composé des figures géométriques. Alors un triangle inversé, par exemple, hop, tac, elles se sont mises comme ça. Après, elles se sont mises en ligne, comme ça, des deux côtés, et elles ont disparu. Elles ont disparu comme elles sont apparues. Elles sont apparues, tu vois, comme si elles avaient surgi, comme ça, bloup, et puis elles ont disparu de la même façon. Voilà, ça a duré 4 minutes, c'est long, 4 minutes, je peux te dire que c'est absolument 4 long. minutes, ouais, et tu as pas eu l'idée de les photographier, de rien? Non, 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 parce que en plus, je ne suis pas du tout un amoureux des smartphones. C'est un objet que je n'aime pas. Donc, donc j'avais à l'époque un smartphone préhistorique qui Ouais, faisait même pas la peine de faire des photos avec. Voilà. Donc, et puis, je sais pas, mais j'étais tellement sidéré parce que je repensais à tout ça, je repensais à Rouennais, je repensais à ce qu'on avait observé, parce que j'avais fait des recherches, et j'avais vu des objets comme ça dans le ciel du Mexique, il y a pas mal de vidéos qui ont circulé, donc j'étais dans un moment de gourmandise, si tu veux, d'observation gourmande, et je me disais, je veux rien rater, c'est-à-dire, voilà, le regard braqué sur ce truc, je voulais pas rater une seconde de ce que je voyais. Voilà. mais ils t'ont entendu, ils se sont montrés, ils se sont Peut-être, peut-être. Alors, il est vrai, absolument vrai, ça, je peux le dire avec conviction et raison, que dans les centaines de milliers de témoignages qu'on possède, il y a souvent une interaction entre ce phénomène et les témoins. Comme si parfois les objets répondaient, hein, aux attentes des témoins. Il y a eu une vague, par exemple, sur la vallée de l'Hudson dans les années 80, où on a apercevait des immenses triangles, gigantesques, hein, grands comme des stades de football. Enfin, je ne sais pas si tu imagines, mais des trucs de 200 mètres d'envergure, comme ça. Et il y a plusieurs cas. Il y a un cas que je trouve assez étonnant où il y avait un, un Américain, conduisait sa voiture, qui rentrait chez lui, un papa américain, et qui a aperçu plein de voitures garées le long de la route en se disant qu'est-ce qui se passe. Donc il a garé sa voiture, il voyait que les gens avaient les yeux levés vers le ciel, donc il a rejoint le groupe d'observateurs, il a levé la tête et il a aperçu un objet. Mais l'objet était assez loin. L'objet était assez loin. Et il a fini par regagner sa voiture. Et en se disant, oh, c'est dommage parce que je le vois pas. Enfin, il est très très loin. J'adorerais voir les détails de cette chose, mais là, là j'ai pas la possibilité parce que vraiment, il me paraît à plusieurs miles de là. Et en une seconde, est venu vers lui. et s'est positionné à 1 mètre au-dessus de la voiture. Je sais pas si tu imagines. 1 mètre au-dessus de la voiture. Donc ça a été la terreur de sa vie. Ouais, Il s'est mais mis à hurler de ça me fait terreur. penser aux grottes des apparitions. Il y a des gens qui. Moi, j'ai vu des apparitions à la grotte de Lourdes parce que je Hmm. voulais voir. Est-ce que c'est pas nous qui voulons voir? Tu sais, Peut-être. il y a des gens qui voient des choses et d'autres qui les voient pas. Donc, est-ce que c'est pas nous qui créons notre réalité? C'est c'est aussi une hypothèse. C'est une hypothèse, hein. On connaît d'ailleurs l'hypothèse, la première hypothèse qui avait été proposée, c'est celle de Jung, hein. Pour lui, c'était notre inconscient de Mm. toute façon, qui pouvait matérialiser ou créer comme ça voilà, des visions. C'est Bon, aussi une hypothèse. ouais, mais pourquoi on Pourquoi les pas? crée? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Ils sont pas que négatifs. Ils sont pas là pour nous tuer, nous brûler, nous massacrer. Pourquoi on a besoin qu'ils existent quelque part aussi? Alors, il y a d'autres hypothèses. Bah, je lisais dernièrement un ouvrage américain où il y avait une hypothèse qui était proposée que je trouve aussi recevable que les autres. Est-ce que ce ne serait pas un phénomène qu'on aperçoit depuis extrêmement longtemps, phénomène céleste, et qui aurait créé aussi toute notre spiritualité et qui aurait participé à la construction, hein, de nos sociétés, voilà, de nos banques de données, de notre cosmogonie, de notre regard sur le réel. Pourquoi pas? Peut-être que c'est aussi l'hypothèse de Jacques Vallée, hein, d'une sorte de métasystème qui joue avec nous. Pourquoi pas? Pourquoi Oui, puis pas? avec cette intelligence artificielle, ils vont pouvoir créer des mondes encore complètement plus fous, quoi. Absolument, tout à fait. C'est
on en est là, je pense vraiment à la phase des hypothèses. Il faut toutes les regarder, il faut toutes les écouter. Sommes-nous en danger? Oui. Oui, Ma réponse, je oui. ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas du tout. Je pense que effectivement, on parle de cas, et c'est bien d'en parler parce qu'il ne faut pas non plus évangéliser l'histoire, tu vois, parce il y a aussi en ufologie, il y a des factions qui pensent que que c'est très angélique et qui viennent voilà, nous protéger. Enfin, j'essaie de rester factuel, voilà, j'essaie de rester factuel. C'est pour ça que j'ai fait ce dernier livre, parce que puisque les hautes instances, les états-majors nous disent que le sujet est menaçant, que c'est une menace potentielle, donc j'ai posé la question, est-ce que nous sommes en danger? Comme tu le disais, parce que Ouais. tu as c'est très, c'est peu nombreux. C'est vraiment, enfin, c'est loin d'être la constance la constante de ces apparitions. Voilà. Non, puis il y a des gens qui pensent qu'ils vont venir nous sauver, donc c'est complètement fou. Mm. C'est, enfin, moi, j'en ai jamais vu. Il faut dire que j'ai pas vraiment demandé, donc il faudrait peut-être que je demande. Mais Peut-être. si j'en vois un, faut peut-être pas que je m'en approche, hein. Si je lis En ton tout, livre, faut pas que je mette ma Alors, tête en tout cas, dedans. bah oui, comme tu l'as lu, tu as vu que une grande partie des témoins disent Ouais, écoutez, faites pas comme moi. ouais, Hein, ne voilà, le faites dis pas pas. comme moi. Voilà, j'ai pas été très prudent. Éloignez-vous. Et tu sais il y avait dans un code vraiment qui avait été édité officiellement, le code des pompiers nord-américains. Il y avait un petit encart comme ça qui disait attention, si vous voyez un ovni, évitez de vous en approcher et surtout ne vous positionnez pas sous l'objet s'il est en sustentation. C'est étonnant, hein? Ben oui. Mais bon, les pompiers, ils ont pas trop. Je pense pas qu'ils en aient beaucoup vu, hein. Oh, tu sais, je crois qu'il y a beaucoup de gens, énormément de gens ont été témoins de ces phénomènes, énormément de gens. Richard Haynes, qui a travaillé avec des pilotes, disait que c'était à peu près 1 à 2 pilotes sur 5 qui ont été confrontés à ces phénomènes, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Il y a Donc ton beaucoup de prochain gens. livre, c'est quoi? Ton prochain livre, c'est quoi? Il est en cours de rédaction Si tu veux et pas en parler. ça va parler d'entités étonnantes, voilà. Pas sur les ovnis, mais sur les entités Des entités liées aux ovnis. liées aux ovnis. Ben voilà. On se demandait d'où Tu elles sais venaient. On se tu, demandait d'où elles venaient, toutes ces entités. On le sait maintenant. tu sais que c'est Alain Hynek et Jacques Vallée hein, qui ont proposé les premiers une grille de lecture du phénomène. Donc la première grille de phénomène qui a été proposée, c'était rencontre du premier type. Rencontre du premier type, c'est quand tu vois un objet assez loin, une lumière dans le ciel. Donc, après, il y a la rencontre du deuxième type. La rencontre du deuxième type, c'est quand cet objet laisse une trace, qu'elle soit physique, qu'elle soit physiologique. Hein. Par exemple, les effets secondaires aperçus comme la paralysie, les lésions, les brûlures, etc., c'est une rencontre de deuxième type. Ou les cercles, un cercle d'arbres brûlés, des branches cassées, ou la terreur d'animaux, par exemple. Ça, c'est du deuxième type. Et puis, il y a la rencontre du troisième type, c'est-à-dire qu'on aperçoit un objet, souvent posé, évidemment, et à côté de cet objet, de ce qu'on appelle des ufonautes, c'est-à-dire des passagers de cet objet. Voilà. Et là, je m'intéresse un peu à ça, c'est-à-dire c'est pareil, il y a un florilège absolument incroyable d'entités et c'est passionnant. Bon, ben on se retrouvera à ce moment-là. Bah, écoute, avec plaisir, Joël, Est-ce vraiment. qu'il faut, parce que là, tu en as publié deux en 2022, est-ce qu'il faut commencer par l'un et regarder l'autre ou... Non, ils peuvent se lire absolument indépendamment. Donc là, on parlait de OVNI, sommes-nous en danger, le livre noir de l'ufologie aux éditions Max Milo de Egon Kragel, C'était E-G-O-N-K-A. celui-là. Ouais. Merci, tu as autre chose à rajouter? Je crois que tu voulais me poser une question sur Marie Laforêt. Ah bah oui, tiens. Pourquoi tu as fait quelque chose? Et en plus, c'est introuvable ce livre. Ah oui, parce qu'il a été édité. Il n'y a pas d'éditeur. Comment? Ils disent qu'il n'y a pas d'éditeur, ils n'arrivent pas à retrouver l'éditeur. Si, l'éditeur s'appelait Car rien n'a d'importance, mais l'éditeur
avait fini quelques années après par déposer le bilan. Donc, Moi, j'avais compris qu'il n'y avait pas d'éditeur car rien n'a d'importance. non, Donc, non, l'éditeur s'appelait Car rien n'a d'importance. Voilà. Bah, j'ai fait ce livre à la demande de Marie à l'époque, parce que mon mari est une de mes jolies rencontres, hein, et voilà. Elle était très, très prudente sur ce qu'on racontait sur elle, et elle avait confiance en moi, donc elle m'avait demandé, voilà, de participer à l'écriture de ce livre. Euh, Ça a été pour moi de belles années de travailler avec Marie. J'ai participé à la réédition de toutes ces chansons en CD. Par exemple, les premiers coffrets, voilà, j'en suis un artisan heureux et fier. Et c'était une magnifique artiste. c'est Voilà. toujours. Mais- Absolument, c'est ouais. quelqu'un Donc, qui est très cher. c'était une biographie. Oui, c'est une biographie, absolument. C'est une Et biographie. on a oublié de dire que tu es musicien aussi. Oui, absolument. Oui, oui. D'ailleurs, voilà, j'ai rencontré Marie dans ces conditions-là. Absolument. Moi, ufologue, tu sais, ça veut rien dire. Ufologue, c'est voilà, c'est une casquette qu'on te met comme ça. C'est pas une science, l'ufologie. Donc, c'est juste comme ça. Mais moi, ce que je suis, enfin, sans- ma tâche centrale, c'est la musique. Je suis un musicien. Ok, Egon, ben voilà, on sait un peu plus sur toi. Mm. Merci beaucoup, Egon. Mais merci à toi, Joël, et prends soin de toi. Oui, ben, on fait tous attention en ce moment, on en sort tous. Donc, on croise les doigts. Merci à toi. Croise les doigts. À bientôt. À bientôt. Ouais, je t'embrasse, je coupe.